Côte d'Ivoire veut attirer les investisseurs algériens sur son territoire afin de consolider son industrie de transformation des matières premières. Après 4 jours en Algérie, le président Alassane Ouattara a fait le point de sa visite. Un réseau de faux marchands d'or démantelé par le commissariat du 12e arrondissement. Ses membres vendaient du sable ou autres produits en lieu et place de l'or. Un incendie sur plus de 850 km², environ 90 000 personnes déplacées. Le feu ravage Fort McMurray au nord de l'Alberta au Canada. Bienvenue dans le journal de 13h. Merci d'être avec nous sur RTI 1. Il est rentré d'Algérie hier après une visite de 4 jours à l'invitation de son homologue Abdelaziz Bouteflika. Le président Alassane Ouattara a fait le point de son séjour algérien. Je viens d'effectuer une visite d'État en Algérie à l'invitation du président Abdelaziz Bouteflika et j'étais accompagné par la première dame ainsi qu'une forte délégation, y compris le ministre des Affaires étrangères, le ministre directeur de cabinet et le ministre de l'intégration africaine. Cette visite est la première d'un président ivoirien en Algérie. Je voudrais donc remercier très chaleureusement le président Abdelaziz Bouteflika pour d'abord son invitation et aussi pour l'accueil particulièrement chaleureux et fraternel qui nous a été réservé tout au long de notre séjour en Algérie, aussi bien à Alger qu'à Constantine. Vous savez, l'Algérie est un grand pays, un très grand pays, plus de 2 millions de kilomètres carrés, 40 millions d'habitants, un pays respecté sur la scène internationale de par la stature de son président, que nous connaissons par ses prises de position et surtout sa contribution à l'évolution du continent et aussi des relations anciennes que moi-même j'ai eu l'occasion d'entretenir avec lui au moment où j'étais dans d'autres fonctions. Au cours de notre entretien avec le président Bouteflika, nous avons déploré le fait que le niveau des relations, du commerce, des échanges économiques entre les deux pays était particulièrement faible, je dirais même très faible. Alors que nos économies sont complémentaires, nous sommes producteurs de matières premières agricoles essentiellement et l'Algérie est un gros producteur de gaz et de pétrole et nous devons pouvoir intégrer notre commerce et faire en sorte que des entreprises algériennes puissent venir ici et travailler en partenariat avec les entreprises ivoiriennes en vue de développer les échanges entre nos deux pays. L'Algérie dispose également de grandes ressources humaines et d'expertise dans les domaines bien connus en dehors des hydrocarbures, notamment le domaine minier et le domaine industriel. Nous avons donc décidé de redynamiser nos relations et d'intensifier nos échanges commerciaux. Et cela, d'ailleurs, s'est matérialisé par la signature par nos ministres des Affaires étrangères de 3 accords de coopération entre nos deux pays. Ces accords portent sur la coopération dans le domaine agricole, mais aussi un mémorandum d'entente dans le domaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et un mémorandum d'entente politique entre les deux ministères des Affaires étrangères. L'Algérie a plusieurs universités, plus d'une dizaine d'universités, qui sont reconnues pour leur capacité, notamment dans le domaine de la formation et de l'enseignement technique. Et nous avons donc pu, dans nos discussions, notamment avec toutes les autorités, mais le ministre de l'Éducation nationale, évoquer la possibilité pour nos étudiants et nos jeunes d'aller suivre des formations dans le domaine technique en Algérie. J'ai invité, comme je le disais, les entreprises algériennes à venir investir ici, en partenariat avec les entreprises ivoiriennes dans les domaines des mines, de l'énergie, les infrastructures, l'agroalimentaire ou encore le transport et l'enseignement professionnel notamment.
Avec le président Bouteflika, nous avons également abordé la situation sécuritaire sur le continent africain, notamment la lutte contre le terrorisme en Algérie, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Nord, dans le Sahel. Et comme vous le savez, l'Algérie a vécu des moments très difficiles pendant toute une décennie à cause du terrorisme. Et maintenant, les choses sont bien maîtrisées. J'ai profité de cette occasion pour remercier le président Bouteflika pour son implication personnelle dans la résolution de la crise malienne, ce qui a permis de ramener la paix dans ce pays et d'organiser des élections démocratiques au moment où j'assumais la présidence de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Je l'ai remercié pour son message de condoléances, de compassion qu'il nous a adressé à l'occasion de l'attaque terroriste de Grand Bassam en mars dernier. Et bien évidemment, nous avons toujours été aux côtés du peuple algérien quand ils ont eu les diverses attaques terroristes l'année dernière comme en 2013. J'ai salué le rôle important de l'Algérie dans cette lutte commune contre le terrorisme et j'ai souligné la nécessité de renforcer la collaboration entre nos deux pays afin de préserver un environnement de paix et de stabilité. Au cours de mon séjour, j'ai également eu des entretiens avec le président de l'Assemblée nationale populaire et le Premier ministre, ainsi que le président du Conseil de la Nation. Le président de l'Assemblée populaire nationale a indiqué que son institution était prête à accueillir les députés ivoiriens pour des échanges et des séances de formation. Je pense que cela fera plaisir à nos députés. Il a adressé une invitation au président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire afin de réactiver le groupe d'amitié ivoiro-algérien qui existe au sein de nos deux parlements. Avec le Premier ministre Abdelmalek Sellal, nous sommes convenus que les deux gouvernements, ivoiriens et algériens, doivent redynamiser les relations et que ceci était non seulement nécessaire, mais également possible, notamment dans le domaine économique. Et à cet égard, la commission mixte de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie, qui ne s'était pas réunie depuis 20 ans, depuis 1996, se réunira d'ici la fin de cette année en Algérie, afin d'insuffler une dynamique nouvelle à cette coopération. Et nous sommes convenus qu'un comité d'affaires entre les hommes d'affaires de nos deux pays sera mis en place assez rapidement. Au cours de ma visite d'État en Algérie, je me suis aussi rendu dans la ville de Constantine, où j'ai eu l'occasion de visiter la maison d'enfance de la première dame, Dominique, qui est née à Constantine. Et c'était donc des moments de forte émotion. Nous avons également visité des unités industrielles ainsi que des sites touristiques et culturels. Nous avons notamment visité une entreprise de fabrication de tracteurs agricoles et également un groupe, le groupe BIFA, qui fabrique donc du chocolat, de la biscuiterie, de la viennoiserie, encore des jus de fruits. Et je leur ai indiqué que tout cela pouvait se faire en important du cacao de Côte d'Ivoire. Ils m'ont d'ailleurs dit que c'était le cacao ivoirien qu'ils utilisaient dans cette usine pour la fabrication du chocolat. Alors je les ai invités à venir en Côte d'Ivoire installer une usine qui pourrait dans un premier temps fabriquer de la pâte de cacao, du beurre de cacao et pourquoi pas ultérieurement du chocolat ici même. Nous avons également visité une usine de fabrication de produits pharmaceutiques. Et je dois dire que j'ai été fort impressionné par la qualité donc de ces usines, le degré d'industrialisation et aussi l'expertise et la compétence des directions et des employés. Donc voilà, nous avons une possibilité d'exporter encore plus de cacao en Algérie et surtout d'encourager les usines algériennes à venir en partenariat, travailler en Côte d'Ivoire, car nous sommes premiers producteurs
mondial de cacao. J'ai demandé au ministre de l'Intégration, Ali Koulibaly, de recevoir nos compatriotes qui sont nombreux, aussi bien des jeunes qui sont dans les universités que certains qui sont dans le secteur privé. Et cette rencontre s'est bien passée. Je voudrais donc, pour terminer, réitérer mes remerciements au président Abdelaziz Bouteflika de m'avoir donné l'opportunité de faire cette visite d'État pour toute l'attention et la délicatesse dont nous avons été l'objet, la Première Dame, la délégation et moi-même. Et bien évidemment, je considère que nous avons la possibilité de développer très rapidement nos relations économiques et commerciales avec l'Algérie, qui est un grand pays du continent. Et nous avons eu un séjour particulièrement fructueux, un accueil particulièrement chaleureux et très fraternel. Voilà, le président Alassane Ouattara a fait le point de sa visite d'État en Algérie. En Côte d'Ivoire, la journée mondiale de l'asthme est commémorée ce vendredi 6 mai. Cette maladie des bronches qui cause des difficultés respiratoires touche plus de 300 millions de personnes dans le monde. Qu'est-ce que l'asthme et comment se fait la prise en charge? Reportage. Souffler à plein poumon, quoi de plus normal et de plus agréable. Pourtant, ce geste naturel est difficile à faire pour de nombreux asthmatiques. Maladie chronique la plus fréquente du 21e siècle, l'asthme touche plus de 300 millions de personnes dans le monde. C'est une maladie des bronches qui se contracte, réduisant ainsi l'arrivée de l'air, d'où cette sensation d'étouffement. Cet homme de 53 ans n'a pas pris au sérieux ses problèmes respiratoires. Aujourd'hui, son état s'est aggravé. Aujourd'hui, là, quand je fais un petit effort, même ne serait-ce que je donne 2 coups de poing, tout de suite, ma respiration monte. Non, je ne peux même pas escalader une côte, aller jusqu'au sommet là. Je ne peux pas. Je travaille, bon, 2 jours plus tard, bon, ça ne va pas, je suis enrhumé. On a les poumons bloqués, il n'y a pas d'aspiration en tout cas. C'est-à-dire qu'on est obligé de forcer pour chercher à respirer. Quand on fait la crise, on se dit non, si je vais voir un médecin, qu'on me dit, on me prescrit là. Pour un bronchodilatateur, ça va aller, mais je pense qu'il y a la suite après. Or, quand je fais un bon suivi, au moins je dure un peu. Être atteint de l'asthme, tous les âges sont de plus en plus concernés. Et malgré la disponibilité des médicaments, l'asthme continue de couper le souffle. L'asthme ne se guérit pas, c'est une maladie chronique. Le plus souvent, lorsqu'on a l'asthme, vous êtes obligé d'être traité jusqu'à, je dirais, à la fin de votre vie. L'asthme ne se guérit pas, mais bien contrôler son asthme au quotidien est possible. Lorsque vous prenez les médicaments, si votre environnement n'est pas assaini, si vous vivez dans des coins où il y a beaucoup de poussière, où il y a des acariens, vous savez, les araignées et puis les cafards, etc., vous allez faire des crises de façon répétée. Soigner l'asthme coûte cher, mais en suivant un traitement de fond de longue durée, l'asthmatique peut mener une vie normale. Le programme national de lutte contre le paludisme sensibilise en milieu scolaire. La 8e édition du concours inter-école a été l'occasion pour les écoliers de montrer leur connaissance sur cette pandémie et de prendre part à la lutte. Herman Yamia. Entrée fracassante de l'EPP Amilikia 3. Où sèche-t-on la moustiquaire imprégnée après l'avoir lavée? On sèche les insecticides allons après l'avoir lavé. Du poste des tout-petits de la maternelle Château. Où se développent les moustiques? Les os stagnants, les vieux pinés, les vieilles boîtes, les orgues, les herbes. Et le temps est donné pour la 8e édition du concours inter-école sur le thème « Les écoliers contre le paludisme ». Pendant 2 jours, c'est ici au groupe scolaire Indénié d'Abengourou que les écoliers issus des EPP Amilikia 3, Indénié 2, Agni 3, Plateau 4, de la maternelle Château et de Crisourois 2 ont livré bataille. Une bataille sanitaire initiée par le programme national de lutte contre le paludisme. Objectif, faire des tout-petits un maillon essentiel de la lutte contre cette pandémie. Les enfants sont pour nous des pères éducateurs dans leurs familles respectives. Moi, les enfants sont très écoutés par leurs parents. Alors leur implication dans la lutte contre le paludisme, c'est tout simplement pour assurer le relais par rapport aux informations que nous inculquons. Partout pendant le jeu de crack, le mosquée, le sketch et le dessin,
Les enfants ont démontré leur connaissance et affirmé leur engagement dans la lutte. La finale de la 8e édition du concours inter-école, c'est ce samedi 7 mai. Une finale entre Chris Roy 2, Indénié 2 et Amélikia 3 qui s'annonce des plus palpitantes. Lutte contre la rage, quel est le poids de cette maladie en Côte d'Ivoire? Un projet d'évaluation a démarré à San Pedro. Les résultats vont permettre d'investir davantage pour l'éradication de la rage en Côte d'Ivoire. Thérèse Yopoué. La rage est une maladie mortelle. Elle est transmise à l'homme par les chiens, chats, bovins, renards, chacals, chauves-souris, loups, à travers des morsures, griffures ou léchage de plaies. La rage est à la base de 60 000 décès par an dans le monde et 30 000 en Afrique, dont plus de la moitié sont des enfants. La Côte d'Ivoire enregistre en moyenne 20 cas par an, d'où le lancement du projet d'évaluation du poids de la rage en Côte d'Ivoire. Et selon le directeur exécutif du projet, les villes de Bouaké et de San Pedro sont les 2 régions du pays qui vont servir d'échantillon à cette étude du fait de cas élevés de décès liés à la rage dans ces localités. Les autorités préfectorales ont affirmé leur adhésion à ce projet de lutte contre la rage en Côte d'Ivoire. Un projet qui a pour objectif d'attirer l'attention des pouvoirs publics à investir davantage à l'éradication de la rage en Côte d'Ivoire d'ici 2030. Ce projet a également pour objectif de faire une enquête dans un rayon de 50 km au sein des ménages et des zones rurales afin de collecter des données réelles sur la population canine, le taux de morsure, d'exposition à la rage des personnes mordues et l'incidence réelle de la rage animale et humaine en Côte d'Ivoire. Ce projet est financé par l'organisation internationale Gavi et exécuté en collaboration avec le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Quels sont les enjeux et les grands axes du 2e plan national de développement PND 2016-2020? La question est au cœur d'une émission spéciale de RTI 1. Et dans cet extrait que nous vous proposons, la ministre du Plan et du Développement revient sur le bilan du premier plan national de développement 2012-2015. Lorsque l'État construit des écoles, sur la période 2012-2015, c'est plus de 10 000 classes du primaire qui ont été construites. Sur le vécu des Ivoiriens, cela permet à davantage d'enfants d'accéder à l'école de façon plus proche, d'accéder à l'école dans des conditions de plus en plus satisfaisantes pour les parents. Également, dans le secteur de la santé, des infrastructures ont été réhabilitées, de nouvelles infrastructures ont été construites et les plateaux techniques ont été améliorés. Nous pouvons noter cette mesure qui a eu un impact fort sur le monde rural, à savoir le fait de garantir 60% du prix CAF du cacao Borchamp et de prendre les mesures pour que ces 60% soient effectivement versés aux paysans, sont des mesures qui ont eu un impact sur le pouvoir d'achat des populations les plus démunies. Les 17 et 18 mai, le 2e groupe consultatif sur le plan national de développement PND 2016-2020 à Paris. Le président Alassane Ouattara prend part à la rencontre. Elle est initiée par le gouvernement ivoirien avec l'appui de la Banque mondiale. Pour tout comprendre sur le sujet, rendez-vous ce soir. À partir de 21 h, vous pourrez voir l'intégralité de cette émission spéciale sur RTI 1. Un pylône de la société Côte d'Ivoire Télécom s'est écroulé récemment dans la commune d'Abobo. Il a entraîné l'interruption des radios RFI, BBC et RJN. Adama Kone. Silence radio pour les stations RFI, BBC et Radio Jaune Noir ce mercredi. À l'origine, ce pylône de 130 mètres qui s'est écroulé le mardi dernier à Abobo derrière Raï, à la suite de la grande pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan. Dans la nuit d'hier, à environ de 19h15, l'antenne est tombée. Et quand c'est tombé, ils ont fait signe au 21e arrondissement qui sont venus à l'aide pour ne pas que les jeunes du quartier puissent venir voler les câbles qui sont là. Les dégâts sont estimés à plus de 500 millions de francs CFA.
La perte commerciale ne peut être évaluée pour le moment. À première vue, quand nous sommes arrivés, nous avons constaté qu'il y a d'abord eu une rupture des bancs de niveau 1 et 2. Et c'est ça qui a entraîné la chute de tout le pylône. Nous avons fait l'audit de ce site il y a de cela. Moi, les rapports sont en train d'être consolidés pour mettre à la disposition de l'AIGF qui nous a mandaté pour cette mission. Et vraiment, avec ce rapport-là, vous aurez vraiment les détails de cette mission-là. Ici, des techniciens expertisant le pylône afin de le réhabiliter. Présent un communiqué de la AK à ce sujet, le mardi 3 mai 2016 aux environs de 20h, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle AK a constaté l'interruption des programmes des radios RFI, BBC et RJN dans la région d'Abidjan. Des explications des opérateurs, il ressort que cette interruption est consécutive à la chute du pylône de Côte d'Ivoire Télécom IHS sur le site d'Abobo ce mardi 3 mai 2016. Les opérateurs concernés qui ont la charge du maintien du site se sont engagés à tout mettre en œuvre pour le rétablissement de leur diffusion. 40 cadres du secteur privé et de l'administration publique formés sur la procédure de passation de marché. Ils ont été instruits sur l'acquisition de biens et services. La formation a été financée par la Banque arabe de développement économique en Afrique. Moussa Konaté. 40 cadres de l'administration publique et privée vont bénéficier d'une formation sur les procédures de passation de marché. Il s'agit d'un renforcement de capacités pour une meilleure compétitivité. Une initiative du Centre africain de management et de perfectionnement des cadres CAMPC. Avec le développement de nos États, il y a beaucoup d'activités, notamment d'acquisition de biens et services de nos administrations et de nos entreprises. Il est donc important que les cadres du secteur privé et de l'administration publique puissent se mettre à niveau sur les procédures de passation de marché. On va faire une incursion au niveau des procédures de l'UEMOA qui gère les passations de marché au niveau de la sous-région ouest-africaine. C'est un ensemble de procédures qui vont partir en relation aussi avec les procédures nationales de la direction des marchés publics aussi de Côte d'Ivoire. Acquisition de biens et services, c'est le thème de cette formation. Ces agents du secteur privé et de l'administration publique seront enseignés sur la préparation, l'évaluation des offres de biens et services, la conclusion et l'exécution des contrats. Je pense que cette formation d'abord s'inscrit dans la dynamique du cadre nouveau. Et je pense que ce genre de formation vient vraiment pour compléter les formations que nous avons eues déjà en amont. Déjà au sein de ma structure, je suis en charge, je suis le point focal marché auprès de la direction des marchés publics. Ça va me permettre de renforcer mes acquis, surtout dans l'acquisition des biens et services. Ce séminaire de formation se tient du 3 au 16 mai 2016. Il est financé à près de 60 millions de francs CFA par la BADEA, Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Une dizaine de tonnes de noix de cajou mal en sachet et mal stockées ont été saisies dans la région du Tchologo. 3 mois après l'ouverture de la campagne de commercialisation, le Conseil du coton et de l'Anacad va en chasse contre les acheteurs véreux. Kwadio Kwame. Améliorer la production nationale de la noix de cajou en mettant un accent particulier sur la qualité. Qualité qui fait de l'Anacad ivoirien le plus prisé au monde. L'atteinte de cet objectif passe par le respect des dispositions culturelles et commerciales, dont l'utilisation de la sachet appropriée distribuée gratuitement par le Conseil du coton et de l'Anacad aux producteurs. L'application des techniques de récolte, le séchage et le stockage. Pour le respect strict de ces dispositions, les délégations régionales du Conseil du coton et de l'Anacad sillonnent les zones de production. Celles du Tchologo, du Poro et de la Bagoué sont aux trousses des acheteurs véreux et fraudeurs qui n'hésitent pas à faire sortir illicitement les productions vers les pays limitrophes. Ces fraudeurs utilisent des pirogues et des pistes pour leur sale besogne. Au cours de cette visite de terrain, les acheteurs, les pisteurs, les magasiniers qui foulent aux pieds les dispositions en vigueur au titre de l'année 2016 ont vu leur production saisie et détruite. Ces visites inopinées de terrain constituent pour le Conseil du coton et de l'Anacad des actions d'assainissement de la filière. Le Conseil compte faire de la filière un secteur économique rentable et pourvoyeur d'emplois. Depuis 2015, la Côte d'Ivoire est devenue le premier pays producteur de la noix de cajou devant l'Inde et le Vietnam. Au titre de l'année 2016, ce sont plus de 725 000 tonnes de noix de cajou
qui sont attendus. À Adzopé, le rassemblement des Amis de la Paix sensibilise les élèves à se détourner de la violence, et ce, dans un monde en proie aux actes de terrorisme. Honorine Anigori. C'est autour du thème « La vie humaine a-t-elle encore une valeur dans notre société en proie aux violences terroristes ?» que le mouvement œcuménique Rassemblement des Amis de la Paix a convié les acteurs du monde scolaire au foyer des jeunes d'Adzopé. Durant 2 jours, par des panels, des professeurs, des pasteurs et des imams ont instruit les directeurs des écoles primaires, les lycéens et collégiens sur la culture de la paix. Pour l'abbé Martial Boni, il faut cultiver la coexistence pacifique pour le progrès de la Côte d'Ivoire. Quant au secrétaire général de préfecture, Christophe Kouassi, cette initiative est à saluer. Avec le concours de la Direction régionale de l'éducation nationale de la ville d'Adzopé, il est prévu l'installation de clubs de la paix dans les différents établissements scolaires et les villages. Pour prendre une part active au processus de réconciliation nationale dans la région. Né au lendemain de l'attaque de Grand Bassam, le mouvement Rassemblement des Amis de la Paix est à ses premières activités dédiées à la paix. Un présumé faux marchand d'or arrêté par le 12e arrondissement de Cocody. Membre d'un réseau spécialisé en la matière, il faisait passer du sable pour de l'or. Une victime l'a reconnu à Poussanogo. L'or est devenu la part des arnaqueurs. Il leur suffit d'évoquer son nom pour que des victimes mordent à la maison. Baudelaire Zembo ferait partie d'une bande d'escrocs. Sa bande aurait soustrait la somme de 750 000 francs CFA à Didier Kofi Nguessan après lui avoir proposé une poudre qui ressemblerait à de l'or. Je ne sais pas comment ils sont arrangés pour avoir mon numéro. Il a dit tout mon nom. Et il m'a dit qu'il a travaillé avec moi sur le chantier puisque moi je suis dans le bâtiment. Il m'a dit qu'ils ont affecté dans la mine d'or de Korogo, que les villageois ont l'or sur eux. On lui donne, il va vendre. Et là maintenant il m'appelle pour me confier ces trucs. La transaction terminée, Didier Kofi Nguessan se rend chez un bijoutier dans la commune d'Adjamé pour vérification. Et là, il découvre qu'il s'est fait gruger. Cette poudre n'est en fait que du sable. C'est du faux. C'est des fers qu'ils ont sciés. Quand ils ont mis le produit, ça noircit. Une année après ce coup, la bande Baudelaire Zembo refait surface. Son mode opératoire reste le même. Cette fois, Didier Kofi Nguessan se prête au jeu. Il informe alors le commissariat du 12e arrondissement dans la commune de Cocody. À cause de cela, je me suis retrouvé dans la rue. Puisque tout mon fonds, j'ai tout mis dans cette histoire-là. Quand ils appellent, franchement, une fois tu décroches ton affaire, que tu causes avec eux, c'est fini. Je ne sais pas comment ils s'arrangent, mais tu vois, même ton fonds qui est, je ne sais pas où, tu vas prendre tout ça là pour les donner sans te rendre compte. Je suis victime. Une enquête a été diligentée pour démanteler ce réseau de faux marchands d'or. Baudelaire Zembo sera déféré devant le parquet. Hors de nos frontières, le feu ravage Fort McMurray au nord de l'Alberta au Canada. En 24 heures, sa superficie a été multipliée par 10. L'incendie s'étend maintenant sur une superficie de plus de 850 km². Environ 90 000 personnes ont quitté la région pour s'établir temporairement dans des camps d'hébergement d'urgence. Un des experts en feu de forêt a clairement indiqué qu'il faudrait que la pluie vienne en aide aux pompiers pour que le feu cesse sa progression. Arrivé hier sur le sol ivoirien de la dépouille de l'artiste musicien ivoirien Dikaël Liadé. Le précurseur du Vava s'est éteint le 17 avril dernier en France où il s'était installé depuis plus d'une vingtaine d'années. Et c'est une foule de fans qui est allée l'accueillir à l'aéroport hier soir. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué. Pavillon d'honneur. Il est 19h48 lorsque la dépouille de l'artiste Lago Ibo Justé, dit Dikaël Liadé, décédé en France, est conduite vers le Corbia. Moment d'intense émotion. L'épouse du défunt, parents, amis, proches et connaissances, venus en grand nombre, ont du mal à contenir leur tristesse. Les circonstances du décès du précurseur du Vava, rythme dérivé du polier, danse tirée du pays Niabois ont fait l'objet de beaucoup de supputations. Le petit frère de l'artiste,
fait la précision suivante. Dikayali n'était pas malade dans la mesure où 3 jours avant, il a eu un contact téléphonique avec son épouse, avec laquelle il a échangé, et il lui a dit qu'il avait été invité à prester à Londres, qu'il s'apprêtait à y aller. Notre frère Dikayali Diadé est décédé en France d'un arrêt cardiaque. C'est ce que l'autopsie a révélé. Une grosse perte pour la musique ivoirienne selon parents et amis. Les autorités ivoiriennes entendent lui rendre un hommage digne d'un homme de paix. Il a toujours été au bout, au milieu de sa réconciliation. Il est mort avec cette conviction en lui. Dikayali Diadé est un Ivoirien, est un digne ambassadeur de notre pays, a beaucoup fait pour la culture et même, comme je l'ai dit tantôt, pour l'unité de ce pays. Dikayali Diadé est mort à l'âge de 56 ans. Il laisse derrière lui une veuve et 3 enfants. Le programme des obsèques sera connu dans les tout prochains jours. C'est la fin de ce 13h. Nous avons été ravis de vous le présenter. Très bon vendredi à vous tous.